Bienvenue dans Complorama, un podcast France Info avec Rudy Rechta, directeur du site Conspiracy Watch. Et Tristan Mendès-France, maître de conférences associé à l'Université de Paris, spécialisé dans les cultures numériques. Et pour nous accompagner, Johanna Yakin de France Info. Bonjour à tous. C'est une bonne vieille théorie du complot remise au goût du jour. Les États-Unis financeraient des laboratoires biologiques secrets, notamment en Ukraine, pour préparer de nouveaux virus très dangereux. Une théorie réveillée par une Américaine, la chef du renseignement national, rien que ça, Tulsi Gabbard, qui prétend déclassifier des documents chocs. À coup d'approximation et contre-vérité, un peu de vrai et beaucoup de faux, revoici les complotistes relancés sur les biolabs. Une obsession depuis 2022 et un coup de main de la Russie, il faut bien le dire. Le retour des biolabs, c'est le 111e numéro de Complorama. Après avoir passé des mois à éplucher les archives et dossiers des services du renseignement, je publie aujourd'hui de nouvelles preuves attestant que le gouvernement américain finance depuis longtemps plus de 120 laboratoires biologiques dans plus de 30 pays. Ces laboratoires comprennent des pays comme l'Ukraine, qui pourraient être exposés à des risques en raison de la guerre en cours avec la Russie. Jusqu'à présent, les preuves concernant l'existence et le financement de ces laboratoires vous avaient été sciemment cachées, à vous, le peuple américain. Bon nombre de ces laboratoires biologiques financés par le gouvernement américain mènent ou ont mené des recherches utilisant des agents pathogènes dangereux et hautement contagieux. Et dans certains cas, ont mené des recherches dangereuses sur le gain de fonction. Nous venons d'entendre Tulsi Gabbard, la directrice du renseignement américain, donc, qui a annoncé d'ailleurs quitter ses fonctions fin juin. Là, elle s'exprimait le 12 juin. Rudy, de quoi parle-t-elle ? Elle parle de 120 laboratoires, en fait, des cliniques, des universités, des laboratoires de recherche vétérinaire, des centres de recherche épidémiologique, qui, contrairement à ce qu'elle dit, n'ont pas été cachés, n'ont rien de secret. Ce sont des financements américains à des laboratoires à l'étranger qui relèvent d'un cadre bien connu, qui est un programme de réduction de la menace biologique, qui est un des volets d'une loi votée en 91, c'est-à-dire après la chute de l'URSS. Pourquoi ? Pour sécuriser justement les recherches portant sur des pathogènes potentiellement dangereux. Donc tout ça est très encadré. Ça n'a rien d'un secret d'État qui aurait été révélé là par Tulsi Gabbard. Elle dit que les administrations en fait précédentes auraient caché tout cela. En fait, pour l'Ukraine, pour ce qui s'agit du volet ukrainien de ces fameux laboratoires, c'est documenté officiellement depuis plus de 20 ans. C'est voté dans des lignes budgétaires du Congrès, etc. Donc ça n'est pas un secret d'État. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en tant que chef de la communauté du renseignement américain, il faut bien comprendre qu'elle n'a pas de lien hiérarchique, par exemple, sur le directeur de la CIA ou de la NSA. Elle a un rôle essentiellement de coordination des 18 agences de renseignement américains, donc c'est important, mais c'est avant tout une politique. Tulsi Gabbard, on va le voir, et ce qu'elle suggère, sans le dire, sans l'affirmer très clairement ou très ouvertement, c'est que ces laboratoires mèneraient des recherches sur des armes biologiques. C'est pour ça qu'ils seraient secrets. Et qui pourraient mener des expériences dites de gain de fonction susceptibles de rendre ces agents pathogènes plus infectieux, plus dangereux. Mais de cela, on n'a pas la preuve à travers les 4 pages qu'elle a déclassifiées. Justement, donc dans l'extrait qu'on a entendu, Tulsi Gabbard dit avoir déclassifié des documents compromettants, des documents qu'elle a donc rendus publics. Mais qu'est-ce qu'elle a exactement partagé, Tristan ? 4 malheureux visuels. Des slides. 4 slides qui ont été effectivement rendus publics par sa structure et dont on se demande d'ailleurs si elle les a lus. Je pense qu'elle les a lus, mais je pense qu'elle parie pas mal sur le fait que ses fans probablement ne le liront pas, parce que ce qu'on trouve dedans ou dessus est assez déroutant. Je vais pas les faire les 4, mais déjà sur le premier visuel, on peut lire que l'un des laboratoires de Kharkiv, dont la recherche porte sur le diagnostic et les vaccins, est une cible de la désinformation russe. C'est dit explicitement. Donc les biolabs font l'objet d'une désinformation, d'une campagne de désinformation russe. Et Tulsi Gabbard, là, avec cette séquence médiatique, en fait, réveille cette désinformation russe et toutes ces théories complotistes autour des biolabs. Ensuite, sur ce même panneau, on a le bureau de la direction du renseignement américain qui précise que selon des documents déjà publics,
j'insiste là-dessus, des laboratoires auraient reçu l'aide du département de la défense américain dans le cadre de programmes de réduction de menaces biologiques, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Rudy. Donc réduction de menaces, on est bien là-dessus, et documents publics. Ce qui est assez croustillant parce qu'elle vient de déclassifier donc des documents à l'intérieur duquel il y a des choses qui étaient déjà totalement publiques. C'est écrit sur le document lui-même. Et puis, on a sur le deuxième panneau, là, quelque chose où on reste franchement bouche bée, parce qu'il est truffé d'erreurs. On a notamment le plus spectaculaire, on a une sorte de cartographie de l'Ukraine, et on voit Kyiv, la capitale, qui n'est pas placée là où elle devrait être. Elle est placée aux côtés de Odessa. Et puis on a d'autres choses assez déroutantes, comme une ville dont le nom n'existe pas, qui s'appellerait Cherniv, et d'autres bugs sur ces panneaux. Là, c'est quand même assez fou, parce que c'est quand même elle chapeaute, comme on disait tout à l'heure, 18 structures de renseignement américains. C'est quand même matinée d'un grand sérieux, tout ça. Et là, on va lâcher en pâture des visuels qui sont manifestement faux, que tout un chacun peut constater qu'il est faux. Manifestement généré par IA, surtout. En fait. Peut-être même généré par IA ou par quelqu'un qui ne connaît très très mal sa géographie. Et puis après, on a le panneau, le troisième panneau, le quatrième panneau, qui est du même acabit, encore une fois, avec des approximations, des choses qui ne sont pas claires, et encore une fois, très très peu de documents à se mettre sous la dent. Donc là, on a vraiment, de façon assez spectaculaire et flagrante, vraiment un effet d'annonce. On vient ici illustrer, en gros, ces documents, ils viennent maquiller, en fait, les propos qu'elle cherche à insuffler dans cette séquence médiatique. Et puis, on a une directrice du renseignement qui clairement surjoue ce qu'elle annonce. Elle fait des circonvolutions qui permettent de faire des passerelles entre des sujets qui n'ont pas grand-chose à voir. Et si on reparle des biolabs, donc grâce à Tulsi Gabbard, c'est pas franchement un hasard. Tulsi Gabbard, elle a un CV qui parle pour elle. Oui, alors il faut la présenter un petit peu. C'est une femme de 45 ans, c'est une femme politique américaine. Je suis pas sûr que ce soit le cas de tous les directeurs du renseignement national américain, d'avoir une couleur politique aussi marquée. En général, ce sont je crois des hauts fonctionnaires. Elle, c'est une vétéran de la guerre d'Irak, officier de réserve. Elle était élue à Hawaï et à l'époque sous la bannière du Parti démocrate. Mais elle est passée progressivement dans l'orbite trumpiste à partir des années 2020. Donc c'est ce qu'on appelle une transfuge politique, Tulsi Gabbard. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est son tropisme pro-russe, parce que dès les années 2017-2018, eh bien, beaucoup d'observateurs font remarquer qu'elle s'est surtout distinguée en reprenant à son compte ou en faisant écho à des narratifs conspirationnistes, pro-Kremlin, notamment sur les frappes chimiques de Bachar el-Assad contre sa propre population, à Khan Sheikhoun en 2017, l'année suivante également, et sur les biolabs en Ukraine, eh bien, elle a emboîté le pas à la désinformation russe dès le mois de mars 2022, au point qu'à l'époque, le républicain Mitt Romney l'avait carrément accusé de trahir son pays. Ça avait fait quand même une controverse assez importante, et donc la voilà qui, à la faveur du retour de Trump au pouvoir en 2025, eh bien, est bombardée à ce poste de directrice du renseignement national. Et cette sortie de Tulsi Gabbard, elle a eu l'effet escompté, Tristan. Ses propos ont été largement relayés par des personnalités de premier plan aux États-Unis. Ah oui, en ligne, c'est absolument extraordinaire. Elle a évidemment été relayée d'abord par Elon Musk et ses 240 millions d'abonnés, donc autant dire que ça a été un canon de viralité instantanée. Ça a été évidemment relayé par RFK Junior, qui est le secrétaire à la santé, qui lui aussi a rajouté une couche de viralité et le vernis en plus de la stature, disons, de son poste de secrétaire à la santé. Et puis, on a Jacques Posobiec, qui est une figure de l'extrême droite, encore une fois, américaine. On a une congressiste qui s'appelle Anna Paulina Luna, qui est une Trumpienne aussi, qu'on connaît, nous aussi, ici, notamment parce qu'elle relaye pas mal de contenu sur les aliens. Elle est convaincue qu'il y a des êtres interdimensionnels qui voyagent à travers l'espace et le temps, et dont l'administration nous cacherait la réalité. Bref, on voit un peu la teneur de ce personnage-là. Et surtout, à la tête du groupe de travail parlementaire, la Chambre des représentants des États-Unis, sur la déclassification des dossiers concernant alors Epstein, le Covid, les aliens, etc. Et puis on a aussi Marjorie Taylor Greene, également, cette congressiste qu'on connaît bien ici, et d'autres personnalités en gros d'extrême droite. Mais on voit bien que là, cette caisse de résonance de cette extrême droite n'est pas vraiment argumentée. On sent bien qu'ils sont là simplement pour activer, pour maximiser l'impact
de visibilité. Ils ne vont pas rajouter des éléments informationnels, ils sont simplement à relayer le propos de Tulsi Gabbard, et le résultat est absolument spectaculaire. On a une véritable audience, en tout cas en ligne, une viralité extrême, surtout à l'extrême droite, avec quelques exceptions. Those laboratories have been created by the United States. Ces laboratoires ont été créés par les États-Unis à travers le monde. Plus de 300 laboratoires dans différents pays, dont beaucoup d'entre eux dans le périmètre de la Fédération de Russie et l'ancienne République soviétique, incluant l'Ukraine. L'Ukraine est probablement le plus gros projet pour le Pentagone. Donc nous insisterons pour que ce sujet soit pris en compte par la Convention sur les armes biologiques, mais également par le Conseil de sécurité, car il s'agit d'une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationale. Alors ça, c'était Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. C'était en mars 2022, il y a 4 ans. Il accuse clairement les États-Unis de préparer des armes biologiques dans ces labos ukrainiens. On comprend donc que ces accusations viennent initialement de la Russie. L'instrumentalisation des récits autour des biolabs est alors à son point culminant, Rudy. Oui, le 6 mars 2022, donc vraiment quelques jours après l'invasion de l'Ukraine, on a le ministère russe de la Défense qui affirme avoir découvert des preuves de programmes biologiques militaires, j'insiste, financés par les États-Unis en Ukraine, et expliquer que Kiev aurait détruit en urgence des agents pathogènes pour dissimuler ses activités. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des éléments de vrai dans tout ça. Au début de l'invasion russe, on a effectivement plusieurs laboratoires ukrainiens qui reçoivent l'instruction de détruire ou de neutraliser certains échantillons de pathogènes qu'ils conservaient. Et c'est une information qui a été confirmée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui a indiqué qu'elle avait recommandé aux autorités ukrainiennes de réduire les risques biologiques liés au combat. Donc tout ça est documenté. Ça fait l'objet d'une communication, tout ce qu'il y a de plus public. Et ces accusations, elles vont être reprises le 16 mars par Vladimir Poutine en personne. Il va dire « Nous avons toutes les raisons de croire que des composants d'armes biologiques étaient en réalité créés à proximité immédiate de la Russie sur le territoire de l'Ukraine. » Donc dès 2022, ces accusations elles sont mises en orbite. Tristan, est-ce que tu peux quand même nous dire quelle est à ce moment-là alors leur trajectoire à cette période, en ligne en tout cas? Oui, alors juste une précision. Évidemment, tous ces récits complotistes autour des biolabs existent depuis très longtemps, et c'est la Russie qui en est vraiment à l'origine. On trouve des premières traces de ces récits complotistes dès 2014, à partir du moment où la Russie commence à agresser l'Ukraine. Pour ce qui est de la séquence virale, à partir autour de 2022, elle commence à s'allumer plutôt du côté des États-Unis. On a des experts qui ont pu tracer d'ailleurs les premières occurrences. Et une des premières occurrences qu'on trouve, c'est 10 jours avant le début de la guerre, le 24 février 2022. 10 jours avant, on a une première publication sur un réseau social d'extrême droite américain qui s'appelle Gab, et une publication par un profil d'un individu qui est un anti-vax, qui va commencer à partager des visuels accusant l'Ukraine d'avoir des biolabs militaires, etc. Eh bien, ce premier contenu ne va pas avoir forcément beaucoup de visibilité, mais 10 jours après, c'est-à-dire le jour de l'agression russe contre l'Ukraine, le 24 février, cette information de Gab est reprise par un compte Twitter pro-Trump, qui va, lui, allumer le feu de la viralité aux États-Unis. Ensuite, on a la machine, comme tu viens de le dire tout à l'heure, Rudy, la machine russe qui se met en branle, et là, c'est tout l'appareil d'État qui relaye et qui donne, évidemment, une dimension, j'allais dire, institutionnelle, solennelle et planétaire, du fait de la reprise, notamment, par Poutine. Et puis, cette théorie continue sa diffusion, notamment aux États-Unis. Elle est relayée, notamment, et là, ça devient vraiment extrêmement viral aux États-Unis, en étant relayée par un site qui s'appelle The Donald aux États-Unis, qui avait des millions de vues par mois et qui sera d'ailleurs le cœur nucléaire du 6 janvier 2021. C'est sur ce site-là que s'organisera ou seront poussés tous les délires autour des émeutes autour du Capitole. Et début mars, le 2 mars, on a notre Alex Jones, le pape du complotisme américain, qui va tout de suite faire des papiers, des publications sur son site Infowars et qui va donc diffuser ça sur la complosphère internationale. Point intéressant, quelques jours après, on a même la propagande chinoise qui commence à essayer de profiter et de surfer sur ce moment de viralité. Et puis quelques jours après, on a cette fois-ci une sorte de reprise, j'allais dire, plus traditionnelle, des médias traditionnels, à travers un Tucker Carlson qui à l'époque travaillait en
encore sur Fox News. Et c'est sur Fox News qu'est reprise, encore une fois, ces récits des fameux biolabs. Et puis tout ça, après, va exploser à l'international. Et là, franchement, ça va un peu partout autour de la planète. On en retrouve des traces en Inde, en Bosnie-Herzégovine. Et ça vient aussi s'échouer en France, évidemment, à l'époque, déjà. Ce qui est assez spectaculaire pour moi, c'est plutôt l'arc de transmission de ces récits complotistes. Et on voit qu'il y a vraiment plusieurs communautés qui vont s'en emparer avec des agendas différents. Alors, à l'époque, ça échoue en France. Aujourd'hui, rebelote. Littéralement, c'est explosif. Il y avait bien 120 biolabs, dont une quarantaine en Ukraine. C'est la grande déclassification des documents officiels américains qui vient de le montrer. Et cette déclassification a été réalisée par Tulsi Gabbard, la directrice nationale du renseignement américain, qui, juste avant de quitter ses fonctions, a fait une vidéo pour l'expliquer et a mis en ligne les documents officiels déclassifiés. Ça veut dire que toutes les accusations qui ont été faites ces dernières années contre les soi-disant complotistes, qui expliquaient que oui, il y avait des laboratoires, dont certains hors de contrôle, dont beaucoup en Ukraine, dans lesquels il y a des recherches scientifiques interdites sur, par exemple, des gains de fonction pour améliorer des virus, les rendre plus contagieux, plus dangereux. Eh bien, ce récit n'était pas faux, n'était pas complotiste, il était vrai. Alors on vient d'entendre Florian Philippot, l'ancien bras droit de Marine Le Pen, désormais patron des Patriotes, qui verse depuis plusieurs années dans le complotisme. Ce qu'il dit depuis cette sortie de Tulsi Gabbard, c'est « Vous voyez, ce n'était pas une obsession complotiste, on avait raison, Rudy ». Oui, et il fait un mélange de plusieurs techniques rhétoriques complètement éculées, mais qu'on peut reprendre et essayer d'analyser. D'abord, il utilise une technique rhétorique qu'on appelle le strawman en anglais, c'est-à-dire de caricaturer la thèse qu'on entend attaquer, pour justement l'attaquer plus facilement et en avoir raison plus facilement. Les gens qui critiquaient ce que disait Tulsi Gabbard dès 2022 ou la propagande russe n'ont jamais prétendu qu'il n'y avait pas de laboratoire et pas de financement américain. Ce qui était dit, c'est qu'il n'y avait pas de preuves, et c'était vrai avant et c'est toujours vrai aujourd'hui, de recherche, de développement d'armes biologiques. Voilà, c'est la vocation militaire de ces choses-là. C'est ça qui relève de la théorie du complot. Donc là, on essaie de semer la confusion pour pouvoir passer à autre chose et crier au triomphe. Là, le fameux « on avait raison », c'est un triomphalisme qui est très commun dans la complosphère. On fait passer pour un scoop ou des révélations inédites ou un scandale d'État, ce qui sont des infos connues depuis de nombreuses années, où il parle de grande déclassification des documents. Encore une fois, on parle de 4 slides qui en plus sont d'une qualité discutable. Et ensuite, voilà, on fait croire que des choses qui étaient publiques ont été cachées. On joue aussi sur la polysémie, je crois, des termes pour semer la confusion. Là, c'est le terme de biolabs. Et derrière ce terme de biolabs, tout simplement, biolab, ça veut dire laboratoire biologique, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais derrière ce terme de biolabs, eh bien, on laisse entendre qu'on a des recherches à vocation militaire. Et encore une fois, Tulsi Gabbard, elle ne franchit pas cette ligne rouge. Elle est très prudente, d'une certaine manière, dans son expression et dans le communiqué de presse qu'elle a diffusé, mais elle fait évidemment écho à cette idée de recherche secrète et d'un but militaire de tout cela, ce qui, encore une fois, est loin d'être établi. Et la particularité de ces récits autour des biolabs ukrainiens, c'est qu'ils touchent plusieurs communautés complotistes, Tristan. Oui, c'est pour moi l'un des exemples les plus spectaculaires de la fusion de deux grandes communautés dès 2022. On a les communautés covido-complotistes, si on veut, d'un côté, et les communautés pro-russe de l'autre, même s'il y avait quand même des liens entre les deux. Mais là, autour de cette thématique, il y a une véritable fusion, une hybridation totale, parce que derrière l'idée de ces biolabs, il y a aussi l'idée que ces biolabs auraient servi à développer le fameux Covid-19. C'est un peu ce qu'on a pu entendre dans certaines communautés complotistes. Donc là, on a une vraie fusion de ces deux thématiques et donc une mutualisation de l'audience. Alors c'est le moment de conclure. Rudy, que retiens-tu de tout ça ?
D'abord que c'est une vieille accusation, l'idée que les États-Unis financent des armes biologiques, mènent une guerre bactériologique. C'est un thème d'accusation qui remonte à la guerre de Corée au début des années 50, qu'on avait déjà dans la propagande soviétique à l'époque, avec des accusations d'utilisation d'armes bactériologiques en Corée. Bon. La deuxième chose, et on l'a peut-être pas dit, ou pas suffisamment dit, je sais plus, mais c'est quand même un alibi de l'intervention de l'opération militaire spéciale, pour reprendre la terminologie russe, de l'invasion de l'Ukraine. Et puis, troisième point, la réception de tout cela dans l'opinion publique et aux États-Unis en particulier, de manière assez spectaculaire aussi, ça dépend vraiment de l'écosystème et de la sphère médiatique dans lequel on est plongé, parce que aujourd'hui, les médias américains sont tellement polarisés que d'un côté, chez en gros, pour faire simple, les pro-Trump, conservateurs majoritairement, on voit ça comme un scandale d'État. On voit ce qu'a sorti Tulsi Gabbard vraiment comme des révélations cataclysmiques. Et de l'autre, les médias les plus classiques, ils le traitent un peu soit sous l'angle du fact-checking, soit comme un non-événement. Tristan, ta conclusion? Je trouve que ces récits complotistes autour des biolabs, c'est d'abord un exemple assez marquant de la globalisation du marché de la désinformation. C'est des récits qui, comme on l'a montré tout à l'heure, voyagent de communauté en communauté, de pays en pays, en fonction des agendas idéologiques ou géopolitiques de ceux qui s'emparent de cette thématique. Mais ce que je trouve assez fou, c'est la façon dont cette théorie complotiste, que je croyais honnêtement enterrée depuis 2022, s'est réactivée comme ça en quelques jours, quelques heures après la publication de Tulsi Gabbard. Et ça me fait penser que ces théories-là, en fait, à la fois ne meurent jamais, mais sont plutôt comme des virus dormants, qui peuvent se réactiver en fonction de l'opportunité qu'ils peuvent avoir et de ceux qui les relayent à un moment donné, ou disons de la puissance de ceux qui peuvent les relayer. Et ça, c'est quelque chose d'assez inquiétant, parce qu'il n'y a aucune raison que cette affaire des biolabs ne renaisse pas encore dans quelques années ou dans quelques mois, si on n'a pas encore quelqu'un qui s'en empare pour essayer de l'instrumentaliser. Ça, c'est symptomatique, je crois, de l'écosystème informationnel dans lequel on est baigné aujourd'hui, travaillé par des théories complotistes qui ne meurent jamais et qui peuvent renaître n'importe quand. Eh bien, merci beaucoup Tristan Mendes France. Merci Rudi Reichstadt. Merci. Et merci à l'équipe du jour, au son Arthur Le Breton et à la vidéo Cyril Balta et Hélène Ginestus. C'était le 111e numéro de Complorama.